Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. DJ Arafat sera décoré dans l'ordre national, annonce le ministre de la Culture. La Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde entier pleurent Yoruba. Concert toute cette nuit même au stade Félix Houphouët-Boigny. La Boubonnière du plateau est pleine. Les femmes du Daïchikan ont effectué nombreux le déplacement. Demain, la star du coupé décalé sera conduite à sa dernière demeure. Gramassam, carrefour des arts et de la culture, la ville historique abrite les rencontres cinématographiques du phare. C'était en présence du vice-président. Le gouvernement affiche sa volonté de développer le secteur. Daniel Kablan-Duncan a évoqué l'importance du 7e art. Et puis le Japon et l'Afrique pour un nouveau pari sur l'avenir. Les lampions se sont éteints sur la 7e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, la TICAD, vers plus de dynamisme dans la réalisation des priorités du continent. Le Premier ministre a fait la promotion de la destination Côte d'Ivoire. C'est une grande veillée pour un grand artiste. Une nuit blanche en hommage à DJ Arafat. Les fans de Yoruba ont effectué nombreux le déplacement. Un stade Félix Houphouët-Boigny qui est plein. Plusieurs artistes sont à Abidjan. Kofi Olomide, Fally Ipupa et bien d'autres. Des prestations qui vont prendre fin au petit matin. Les Chinois, appellation des fans du Daïchikan, qui chantent et dansent pour saluer la mémoire de leur idole. Un hommage rendu en présence de plusieurs membres du gouvernement. C'est au petit matin que prendra fin la cérémonie. Elle sera suivie demain samedi de l'inhumation. DJ Arafat sera décoré dans l'ordre national à titre posthume. Annonce faite ce soir même par le ministre de la Culture, Maurice Bandama. Et déjà très tôt ce matin, les fans de l'artiste commençaient à se rendre au stade Félix Houphouët-Boigny. La musique de la vedette fédérait un grand nombre de personnes, des milliers qui le rendent hommage ce soir. Une forte mobilisation qu'on voit dans ce reportage de Davis Soyo et Serge Coléa. Stade Félix Houphouët-Boigny, il est 13 h. Les admirateurs et fans du Daïchikan DJ Arafat viennent par vagues successives. Objectif, faire le plein du stade pour rendre un ultime hommage à leur idole. Je suis plus que pressé à rentrer au stade Félix Houphouët-Boigny, remplir le stade Félix Houphouët-Boigny pour montrer à tous ceux qui ont prévu une calamité qui n'aura rien. Ça gbé, ils arrivent en retard les vieux. Ils arrivent en temps même. On dit pas. Avant d'accéder au stade, le public passe par les postes de sécurité positionnés aux entrées et à des endroits stratégiques. Fouilles corporelles, contrôle et vérification. Les forces de l'ordre travaillent de concert avec les agents de sécurité privés. Dans l'enceinte du stade Félix Houphouët-Boigny, l'ambiance est au rendez-vous. Les Chinois, comme on les appelle affectivement, ne résistent pas à la musique de DJ Arafat, distillée par la sonorisation. Je suis venu de Cocody. Je suis venu parce que Daïchi d'abord, c'est mon idole. Voilà. C'est une icône pour la jeunesse africaine et du monde entier. Voilà. Il n'est plus de ce monde aujourd'hui. On est venu vraiment parce qu'on est fiers de lui. On est fiers de tout ce qu'il a accompli. On est fiers de tout ce qu'il a fait pour la jeunesse. Hors du stade, dans différents carrefours, il y a également de l'ambiance. L'hommage à DJ Arafat, décédé le 12 août dernier, se tient durant toute cette nuit du vendredi 30 août 2019. Durant toute cette nuit du vendredi 30 août, les fans et admirateurs de DJ Arafat vont le célébrer avant de l'accompagner à sa dernière demeure le samedi 31 août. Et lui, il considérait Arafat comme son fils. Avant de se rendre au stade, le ministre d'État Ahmed Bakayoko était au domicile du défunt. Il a exprimé sa compassion et réaffirmé son soutien à la famille. Le reportage de Serge Coléa. Il est aux côtés de la famille depuis le 12 août, date du décès de DJ Arafat. Considéré comme le père de l'artiste, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, est venu présenter ses condoléances à la famille de son poulet.
au nom du président de la République que je viens de quitter, qui dit Yako à toute la famille, il trouvera en temps opportun les moyens de vous exprimer sa solidarité. La mort d'Arafat est cruelle pour nous tous. Mais elle est d'autant plus pour moi parce que vous dites oui, tout le monde dit c'est mon fils. Mais c'était, oui, un fils à moi. Mais surtout, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et je me comportais en père, mais aussi des fois en femme. Et aujourd'hui, c'est une grosse perte pour la culture ivoirienne et africaine. Et vous le voyez, c'est le monde entier, le monde de l'art qui se mobilise. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est parce qu'il avait quelque chose, il avait un génie. Et il a exprimé pour le pays. Parce que c'était l'ambassadeur du pays. Donc j'ai dit à la famille de sécher ses larmes. En ce qui vous concerne, sa famille peut compter sur moi. La Côte d'Ivoire va rendre hommage à Didier Arafat le vendredi 30 et le samedi 31 août 2019. Et effectivement, c'est tout le pays qui rend hommage à Didier Arafat. L'artiste sera inhumé demain samedi. Toute cette nuit donc, on ne dort pas à Abidjan. Concert au stade Félix Houphouët-Boigny. Si vous n'avez pu effectuer le déplacement, eh bien rassurez-vous, vous ne ratez rien. Nous sommes en direct sur RTI 2 et RTI Info. Autre chose, et rendons-nous à présent à Grand Bassam, carrefour des arts et de la culture. Il s'agit des rencontres cinématographiques du Phare, un festival ouvert par le vice-président. Daniel Kablan-Duncan a révélé le rôle important de ce secteur dans l'économie. Sationayo. Grand Bassam, transformé en capitale du cinéma ivoirien en une journée, panel, rencontre B2B et projection des films ont marqué la première édition des rencontres cinématographiques du Phare. Récif. Le cinéma ivoirien regorge de tous les ingrédients. On a de bons acteurs, on a de bons scénaristes, on a vraiment des personnes pétries de talent. Et je pense qu'il nous faut des vitrines en fait. On ne va pas à Cannes, qui veut? Si des gens de là-bas se sont déplacés jusqu'ici à Grand Bassam pour nous soutenir, c'est que quelque chose est en train de se faire. Quelque chose est en train de se faire pour ces cinémas-là. Ces rencontres, nées dans la ville historique, patrimoine mondial de l'UNESCO, sont le fruit d'un partenariat entre les villes de Nice, en France, et de Grand Bassam. La ville de Grand Bassam, c'est elle qui a hébergé le premier cinéma en Côte d'Ivoire. Enfin, il y avait une salle de cinéma en Côte d'Ivoire. Vu que c'était la première capitale historique, ça a d'autant plus de sens de faire renaître en fait, cet art finalement ici. Donc, nous avons souhaité renforcer cette vocation de carrefour des arts et de la culture en mettant en place donc, ce festival du cinéma, qui est un festival populaire qui redonne le goût aux populations d'aller à la rencontre du cinéma. Le cinéma ivoirien se porte bien. Il occupe le 5e rang en Afrique. Occasion pour le vice-président et le représentant du Premier ministre de réitérer la volonté du gouvernement de faire du 7e art ivoirien un levier important de son développement. En créant ces rencontres cinématographiques avec ses partenaires, les autorités de la ville de Grand Bassam affichent une ambition noble, faire de ce nouveau festival un grand événement international. Au-delà de ces aspects distractifs et culturels, cette manifestation vise à relever les importants défis de développement et d'éducation auxquels doivent faire face nos jeunes nations africaines. L'industrie du cinéma est un secteur important dans l'économie d'un pays. C'est un compartiment de l'économie qui permet à une nation de communiquer au reste du monde sa culture, sa civilisation et de vendre ainsi son image. En outre, le cinéma constitue une source considérable de création d'emplois, mais aussi de richesse. Le gouvernement, sous l'égide du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui reste très attaché à la valorisation de notre richesse culturelle, entend jouer sa partition dans la perspective de voir la Côte d'Ivoire se hisser au rang des premières nations dans l'industrie du cinéma. Après ce lancement, les festivités des rencontres cinématographiques du Phare vont se tenir l'année prochaine sur plusieurs jours. Je vous emmène à présent au Japon, fin de la 7e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Le Japon et l'Afrique veulent une accélération du progrès sur le continent. De son côté, la Côte d'Ivoire veut en tirer le meilleur profit. Des membres du gouvernement ivoirien ont eu plusieurs entretiens. On fait le point avec Alexis Ouedraogo.
C'est la première fois qu'elle découvre la Côte d'Ivoire, mais elle adore le chocolat. La Côte d'Ivoire en pleine offensive commerciale à Yokohama. Le gouvernement japonais s'est engagé à investir ces prochaines années un peu plus de 20 milliards de dollars sur le continent, une enveloppe que veut capter en partie le secteur privé ivoirien. Le Japon est caractérisé à son économie par l'existence de PME japonaises. Quand vous voyez des grandes entreprises, des grandes enseignes comme Toyota, comme Mitsubishi, tous ces enseignes travaillent avec des petites entreprises qui fabriquent le fauteuil, qui fabriquent le boulon. Et donc tout cet écosystème-là, il faut qu'on le transpose en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse avoir un meilleur bénéfice pour notre économie. Le hall d'exposition de la TICAD 7 a reçu le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, qui n'a pas manqué de se faire ambassadeur de la destination Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons entre la TICAD 6 et la TICAD 7 une augmentation du nombre d'entreprises en Côte d'Ivoire, mais par rapport au potentiel que représente la Côte d'Ivoire, nous estimons que c'est faible. Donc dans la déclaration que nous avons faite hier, nous avons dit entre la TICAD 7 et la TICAD 8, il faudrait donc quadrupler le nombre d'entreprises japonaises en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la mise en œuvre de nos plans nationaux de développement, nous estimons que c'est le secteur privé qui doit être en première ligne dans le financement des investissements dans notre pays. Au terme de sa visite de stand, le Premier ministre a pris part à la cérémonie officielle de clôture de la TICAD 7. La rencontre internationale aura été fructueuse pour la Côte d'Ivoire. Justement, mission fructueuse parce que les PME japonaises s'engagent aux côtés de la Côte d'Ivoire, le pays qui veut tirer le meilleur de ce partenariat. Le Premier ministre était au hall d'exposition de la TICAD 7. Amadou Gon Coulibaly a par la suite pris part à la cérémonie de clôture de la conférence. Il appelle à investir en Côte d'Ivoire. On retrouve Alexis Ouedraogo. Dans la délégation du Premier ministre ivoirien à Yokohama, plusieurs membres du gouvernement. Mission, maximiser les retombées de la rencontre. Audience, session ministérielle, il s'agit pour eux de tirer le meilleur parti de la rencontre. Il faut dire que la coopération japonaise, à travers la JICA, a décidé d'organiser en marge du TICAD 7 un forum, donc des réflexions sur le développement urbain durable en Afrique. Le Japon a estimé qu'il pouvait mettre à notre disposition l'expérience qu'il avait, effectivement avec des villes qui sont très importantes, avec une expérience qui ici est riche, qu'on voit d'ailleurs à travers l'urbanisme de Tokyo et de Yokohama, où nous sommes aujourd'hui. Et le secteur privé est à l'honneur. Les PME sont engagées à participer activement au développement des États. Avec les PME, le secteur des infrastructures, le Premier ministre japonais Shinzo Abe l'a indiqué lors de la cérémonie d'ouverture, les infrastructures sont la base de tout développement. Les infrastructures, c'est le moteur du développement. Vous voyez, à Abidjan, nous avons de gros problèmes de déplacement. Surtout ceux qui habitent vers Benjerville ont des difficultés pour rentrer chez eux parce qu'à la descente du travail, au niveau de l'école de police, il y a un embouteillage. Au niveau de la Riviera 3, il y a un gros embouteillage au niveau de la Palmeraie. Avec la coopération japonaise, nous allons pouvoir réaliser donc 3 échangeurs qui vont permettre donc la fluidité du transport à Abidjan. Depuis 2017, la ville de Yokohama est en partenariat avec le district d'Abidjan. L'une de ses écoles primaires est même en jumelage avec une école ivoirienne. Mais le meilleur reste à venir. Yokohama a décidé de venir en soutien aux actions du gouvernement. Nous envisageons d'établir à Abidjan, avec le concours de Mme le ministre Arnaud Loto, ce que nous appelons un grand centre pour la valorisation des déchets en créant un institut d'économie circulaire. C'est dire que les déchets constituent des matières premières que nous allons exploiter. Et en principe, selon les normes, avec 10 000 tonnes de déchets, nous pouvons créer au moins 250 emplois. En tous ces points, la signature d'un mémorandum pour la création d'une usine d'assemblage automobile avec le groupe Toyota piloté par le ministère des Transports devrait bientôt placer la Côte d'Ivoire au rang des pays avec une industrie automobile locale.
Et cette puissance industrielle à venir veut se doter de données fiables pour ce développement, ce qui permettra de mieux adresser les politiques publiques. C'est au premier trimestre 2020 que démarre le 5e recensement général de la population et de l'habitat. L'Institut national de statistique veut réussir l'opération. Tous les moyens mobilisés, une plateforme médiatique mise en place ce vendredi à Abidjan. Des détails avec Lanciné Bakayoko. Au-delà d'un simple dénombrement, ce recensement général de la population et de l'habitat engagé en 2019 par le gouvernement veut produire dans les meilleurs délais un portrait de la nation, une carte de la société ou encore une photographie propre de la Côte d'Ivoire. Nous avons déjà réalisé la mise en place des documents qui doivent permettre de piloter ce recensement. Je veux parler du document projet, mais aussi tous les questionnaires qui doivent effectivement nous permettre de faire ce recensement. Il s'agit de disposer d'une base d'informations fiable en vue d'orienter les importantes réformes économiques et sociales ainsi que les ambitieux investissements déclinés dans les plans nationaux de développement. Des plans nationaux de développement, véritables instruments de gouvernance ces dernières années. Ces résultats vont servir pour le gouvernement à mieux planifier le développement du pays, notamment tout ce qui est infrastructure, structurant pour le développement du pays. Des routes, des points d'eau. Et tout ce point-là sera mis en fait à jour pour que le gouvernement sache s'il faut, dans certaines régions du pays ou pas, investir dans ce sens. Afin d'accentuer la sensibilisation, une plateforme médiatique a été mise en place pour accompagner l'ensemble du processus RGPH. Votre rôle sera prépondérant dans l'information et la sensibilisation sur le recensement de la population, mais surtout dans le suivi du déroulement de l'opération. La mise en place du réseau va nous permettre d'avoir une plateforme d'échange et de partage d'expériences pour avoir une meilleure compréhension du recensement et de ses objectifs, afin de mieux appréhender les enjeux et les étapes clés de cet exercice. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat va coûter environ 24 milliards de francs CFA. Le dénombrement en lui-même devrait démarrer autour du premier trimestre de 2020. Dans l'enseignement supérieur, les résultats du BTS sont connus, 58,70% de taux de réussite pour la session 2019, une progression de 1,7% par rapport à 2018. L'année dernière, on a enregistré 57%, les résultats consultables sur www.examenbts.net. Les TIC et le journalisme. Assurément, il y a de nouveaux paradigmes. L'Université de l'Atlantique d'Abidjan et les professionnels des médias ivoiriens ont mené des réflexions. Ils ont ressorti l'impact des progrès technologiques dans la pratique du métier. Ces réflexions permettent de renforcer les compétences des journalistes, nous rapporte Jean-Marc Djadji, Issa Tionayo. Échanger des expériences et développer des compétences pour un meilleur devenir du journalisme à l'ère des technologies de l'information et de la communication, TIC. C'est le but de l'ouverture de ce colloque universitaire international organisé par l'Institut de communication et de journalisme de l'Université de l'Atlantique d'Abidjan. Thème retenu, l'impact des progrès technologiques dans la pratique du journalisme d'aujourd'hui. Vous êtes sans savoir que la question des nouvelles technologies est une question cruciale aujourd'hui. L'économie numérique gouverne le monde et donc il est important que les médias, qui sont les vecteurs de l'information, les phares de la société, puissent eux-mêmes maîtriser cette technologie. Journalistes et patrons de presse sont appelés à la maîtrise des outils numériques et de leur environnement juridique. Des propositions pour une meilleure perception de l'Afrique dans les médias internationaux ont été aussi évoquées. L'information est devenue très intrusive. Avec les nouvelles technologies, avec tout ce qu'on a comme smartphone, comme élément connecté à Internet, l'information arrive à n'importe quel moment. Donc il y a une problématique qui se pose pour un journaliste, c'est de pouvoir se demander est-ce que l'information est juste ou est-ce que c'est un fake? Au niveau de la RTI, on a créé RTI Info, qui à son tour a créé une plateforme qui s'appelle les vérificateurs, qui permet de pouvoir, lorsqu'on a une information, la checker, la vérifier. Au menu de ces échanges, une conférence inaugurale et plusieurs panels. Plus de 100 journalistes et experts en TIC sont attendus. Le colloque universitaire de l'Université de l'Atlantique d'Abidjan est à sa 4e édition. Je vous parle d'une autre édition. Il s'agit de la journée d'hommage aux policiers. C'était à l'École nationale de police, une initiative des épouses de ce corps. Elles sont réunies au sein d'une association. Elles magnifient leur travail de sécurisation des personnes et des biens. Abou Sanogo.
Pour l'occasion venue de plusieurs régions du pays, pour magnifier l'ensemble des fonctionnaires de police pour tout le travail qu'ils effectuent pour la sécurité des Ivoiriens. Une cérémonie d'hommage au personnel de la police nationale qui s'est déroulée dans la bonne humeur, en présence de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Kandia Kamara et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité. Pour ces femmes, il est important d'honorer les policiers de Côte d'Ivoire. Et pour cause, ces milliers de policiers sont engagés jour et nuit dans la protection des personnes, des biens et des institutions de la République au prix de 1000 sacrifices. C'est fort de tout cela que l'ANEPSI initie pour la première fois cette cérémonie pour magnifier la police nationale. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, tout en se félicitant de la forte mobilisation des épouses de policiers, les a exhortés à soutenir leurs époux. Cette célébration publique, mesdames, est un signe de reconnaissance collective de leurs efforts. Et aussi, nous en sommes convaincus, une source de motivation à mieux faire en vue de la consolidation des performances déjà remarquables enregistrées par la police ivoirienne. Kandia Kamara, marraine de l'Association nationale des épouses de policiers de Côte d'Ivoire, a rendu hommage à la police nationale. On aura beau la critiquer ou chercher à encenser la petite bête, la police nationale reste le meilleur allié de la population dans la poursuite paisible de ses activités quotidiennes. Femmes de policiers de Côte d'Ivoire, merci de leur traduire votre attention, empreinte d'amour délicat, et de leur donner ainsi la force et la motivation de poursuivre leur mission. Cette cérémonie d'hommage à la police a été marquée par la remise du prix d'excellence aux 2 meilleures épouses de policiers de l'année 2019 et des trophées aux sportives et à l'Association nationale des épouses de policiers de Côte d'Ivoire. Des artistes ont également participé à cette fête dédiée aux policiers de Côte d'Ivoire. Et cette étude a sorti de ce chiffre, 18% de la mortalité maternelle est liée aux avortements. C'est ce qui indique la dernière enquête de procréation médicale assistée. Une ONG, le Conseil national des droits de l'homme, engage donc la lutte. Une vaste campagne de sensibilisation initiée. 70 acteurs seront instruits sur la problématique de l'accès aux soins complets d'avortement en Côte d'Ivoire. Les précisions de Walter Amadou Ouattara. En 2018, une enquête de la procréation médicale assistée PMA 2020 a révélé qu'en Côte d'Ivoire, 18% de la mortalité maternelle est liée aux avortements. Selon cette même étude, l'avortement est en forte corrélation avec les grossesses à risque, principalement observées chez les adolescentes. Les lycéennes de Yamoussoukro en sont des victimes. 61,7% d'entre elles ont pratiqué un avortement provoqué. Ce qui revient à dire qu'il faut effectivement accepter d'aborder cette question de façon franche, de discuter et de proposer des voies de solution, de sorte à ce que nous puissions arriver à réduire la mortalité maternelle de façon générale, mais également la part de cette mortalité qui est liée aux avortements clandestins. La situation interpelle le Conseil national des droits de l'homme, CNDH. En collaboration avec l'ONG Inter-IF, le Conseil a donc initié une session d'information relative au renforcement des connaissances de 70 acteurs sur la problématique de l'accès aux soins complets d'avortement en Côte d'Ivoire. Aussi, les Ivoiriennes qui ont-elles besoin d'avortement médicalisé. Et donc, il était bon, en tant qu'institution en charge des questions des droits de l'homme, d'aborder cette question. À la suite de cet atelier, nous allons faire des recommandations aux autorités et voir s'il faut prendre, comme à l'instar de d'autres pays, prendre un test pour encadrer, n'est-ce pas, l'avortement assisté et médicalisé. Les bénéficiaires de la présente session d'information sont des membres de départements ministériels, des organisations de défense des droits de l'homme ainsi que de la société civile. Chaque année, plus de 210 000 avortements sont pratiqués en Côte d'Ivoire, indique l'étude PMA 2020.
Et pourtant, l'interruption volontaire de grossesse IVG est punie par le code pénal ivoirien. La Ligue pour le changement sensibilise sur la cohésion sociale dans le Grand Ouest. L'APC était à Diédro dans le département de Bangolo. 40 points focaux installés dans les régions du Guémon, Tonkwi et Cavali. On retrouve Walter Amadou Ouattara. L'investiture groupée des points focaux de l'Alliance pour le changement APC dans le Grand Ouest mobilise les populations de Diédro, sous-préfecture de Zou, dans le département de Bangolo. 40 points focaux issus des départements du Guémon, Tonkwi et Cavali, soutenus par ceux de San Pedro, Issia et Divo, ont entre autres pour mission de faire la promotion des actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Surtout, ces points focaux sont chargés d'œuvrer pour le renforcement de la réconciliation et de la cohésion sociale. Le président de l'APC, Fonona Cheikh Ahmed Koulibaly, encourage les populations à être des citoyens disciplinés et travailleurs qui respectent les institutions de l'État afin d'aider les dirigeants dans leur ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays moderne et modèle pour le bonheur de tous. Chers jeunes, chers points focaux, je vous demande de faire confiance au président Alassane Ouattara et à son premier ministre Amadou Koulibaly. Personne en Côte d'Ivoire ne fera mieux que le président Ouattara et le RHDP, qui est aujourd'hui un parti national avec de nombreux et valeureux cadres. L'électrification des localités d'environ 500 âmes, la construction d'écoles, des hôpitaux, des routes, la couverture maladie universelle, les filets sociaux, des actions pour le bien-être des populations sur lesquelles l'Alliance pour le changement APC s'appuie pour justifier son indéfectible soutien au président de la République, Alassane Ouattara. Dans le reste de l'actualité en République démocratique du Congo, Ebola continue de tuer. L'épidémie a fait plus de 2000 morts depuis août 2018. C'est la deuxième plus grande dans l'histoire du virus, après celle de 2013-2014 qui avait causé la mort de près de 11 000 personnes en Afrique de l'Ouest. 3 provinces sont particulièrement touchées par le virus, le Nord Kivu, l'Ituri et le Sud Kivu. La semaine dernière, l'Organisation mondiale de la santé s'est déclarée préoccupée par l'extension géographique de l'épidémie. Et puis au Maroc, au moins 7 enfants morts dans l'inondation d'un terrain de football. C'est à Tizé, un village du sud du pays. Ils assistaient à un match de football lorsqu'ils ont été surpris par la crue d'une rivière inondant le terrain sur lequel ils se trouvaient. Une partie des spectateurs s'est réfugiée sur la colline avoisinante, une autre partie sur le toit. Les autorités locales annoncent qu'une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances du drame et définir les responsabilités. Et puis revenons donc sur cette information, cette grande veillée pour ce grand artiste, une nuit blanche en hommage à Arafat Didier. Les fans de Yoruba ont effectué nombreux le déplacement, un stade Félix Houphouët-Boigny plein ce soir, concert, discours et recueillement. L'hommage à l'artiste va durer toute la nuit. Plusieurs artistes sont à Abidjan, Kofi Olomide, Fally Ipupa et bien d'autres, des prestations qui vont prendre fin au petit matin. Les Chinois, appellation des fans du Daishikan, qui chantent et dansent pour saluer la mémoire de leur idole. Un hommage rendu en présence de plusieurs membres du gouvernement. C'est au petit matin que prend fin la cérémonie. Elle sera suivie demain samedi de l'inhumation. Didier Arafat sera décoré dans l'ordre national à titre posthume. Annonce faite ce soir même par le ministre de la Culture, Maurice Bandama. Et comme vous le savez, la mort n'arrête pas l'amour. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.